Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par Isarta, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux où à chaque épisode, un créateur de contenu nous transporte dans ses coulisses pour nous dévoiler tous ses secrets en lien avec la création de contenu de manière stratégique et récurrente. Mon nom est Francis Jeté, j'anime le podcast et je te souhaite bon show! Aujourd'hui, on va jaser de création de contenu avec Julie Rochon, qui est une coach business qui aide les entrepreneurs et les travailleurs autonomes à rocker leur business en améliorant leur positionnement puis leurs offres de services. Elle est aussi l'animatrice du podcast Va te faire voir pour les entrepreneurs qui veulent découvrir d'autres façons de faire de la business en ayant plus de fun. Puis, Julie, tu viens de lancer une nouvelle série de vidéos sur YouTube pour aider les gens à découvrir Thrivecart. Fait qu'on va parler de ça aujourd'hui ensemble, mais on va parler surtout de toi, ta création de contenu comme entrepreneur, puis tu as un parcours en création de contenu auparavant, fait qu'on va jaser de tout ça ensemble. Fait que ça va bien aujourd'hui? Ben oui, ça va bien. Merci de me recevoir, c'est bien le fun. Ouais, j'ai hâte d'entendre parler un peu plus de ton parcours, justement. Donc là, présentement, tu aides des travailleurs autonomes là, avec leur positionnement pour leur marque en tant que telle. Et donc, à l'intérieur de ça, on parle évidemment de création de contenu aussi. Oui. Mais toi, à la base, c'était dans ton offre de service, t'accompagnais des entrepreneurs et des entreprises à créer du contenu. Fait que peux-tu nous parler de ce parcours-là, de comment t'es arrivé dans le monde de la création de contenu? Ouais. Ben en fait, moi quand j'ai fait mon bac en communication, les réseaux sociaux n'existaient pas. Ça fait mal un peu de le dire. Donc à chaque emploi que j'ai eu, j'étais agente de communication, puis il y avait absolument rien de fait, donc aucune infolette, aucun site web, ou en tout cas c'était très épeurant comme site là ce qu'il y avait. Fait que je me suis plongée là-dedans sans expérience, mais j'ai découvert vraiment la force du contenu web pour faire rayonner des missions, des entreprises, des organisations. Puis c'est ça, je suis tombée dedans à ce moment-là. Puis quand je travaillais en agence, ben c'est sûr, là, je créais du contenu pour plusieurs entreprises de différentes envergures aussi. Donc, vraiment, tout mon background de création de contenu est arrivé sur le tas. Donc, moi, je suis une autodidacte là, dans la vie, même si j'ai des études. Ce qui me sert aujourd'hui à mon compte, je l'ai acquis en testant à gauche et à droite pour des clients ou pour moi-même. Mais ça a vraiment fait une différence d'avoir la liberté de pouvoir tester différents sujets, différents formats pour voir ce qui convient pour chaque personne. Ouais, puis tu sais, moi, je te comprends tout à fait parce que moi aussi, je suis arrivé sur le monde Internet, dans l'Internet, puis je connaissais absolument rien là-dessus, puis j'ai 100% autodidacte. Fait que tu sais, c'est fou de voir ça, comme à quel point ça évolue, puis maintenant, il y a des gens qui sortent de l'université qui ont étudié là-dedans. Nous autres, c'était pas une possibilité pantoute. Oui, vraiment, c'est ça. Puis moi, au début, ça me remettait en question. Ben, mon Dieu, il y a des gens qui sortent ces stratégies web, réseaux sociaux, puis je me suis dit, ben en même temps, ils n'ont pas l'expérience terrain, ils ont ce qu'ils ont appris dans les livres, puis ben c'est correct, ils vont faire leurs propres expériences. Fait que moi, j'ai rapidement enlevé le doute que ça m'a amené quand j'ai vu je vais appeler des petits jeunes sortir de l'université. Parce que c'est ça, je le sais, j'ai tout testé ce qui existe, ou presque. Fait que je suis capable d'en parler en connaissance de cause plutôt que juste j'ai appris telle notion, alors c'est comme ça que ça doit se faire, parce que c'est ça, il y a autant de variantes que d'entreprises ou de types de contenu, là. Ouais, puis moi, ça, c'est un des éléments que j'ai appris aussi vraiment tôt, de comprendre que c'est pas parce que tu fais quelque chose avec une page en particulier que c'est quelque chose qui va fonctionner pour tous les autres comptes ou sur les différentes plateformes en tant que telles. Fait que ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, Julie, toi, tu créais du contenu pour les entrepreneurs, puis là, tu es devenu coach pour les solopreneurs et les travailleurs autonomes. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette transition-là, comment ça s'est produit? Oui, ben en fait, c'est ça. Donc, la transition, elle s'est produite, je dirais, sur 3 ans, où je continuais à créer du contenu. Je faisais beaucoup de rédaction de contenu, mais de sites web aussi. J'étais pigiste pour des agences. Bref, j'étais vraiment en mode création. Puis, tranquillement, j'ai bifurqué vers la formation, donc des services aux entreprises, des commissions scolaires ou autres, mais je restais toujours dans le domaine
de la visibilité, puis des réseaux sociaux, jusqu'à un moment donné être quand même, je pense, reconnue au niveau visibilité là dans mon réseau, puis de me rendre compte que le problème principal des gens, c'était qu'ils venaient vers moi pour être visibles. Donc, ils voulaient absolument avoir les meilleurs trucs, les meilleures stratégies pour être visibles sur les réseaux sociaux. Mais quand je posais des questions pour mieux comprendre c'était quoi leur entreprise, puis il y avait tellement de blanc, il y avait tellement d'espace où je disais, OK, mais c'est normal que ta stratégie fonctionne pas parce que ce que tu fais, c'est pas clair, ta mission est pas claire, ton positionnement est pas clair. Fait que là, tranquillement, j'ai vraiment bifurqué. Je parle encore beaucoup de visibilité avec mes clients, mais en amont de ça, on va faire un travail de fond pour être sûr que quand on arrive à la stratégie de contenu, puis où est-ce qu'on va être présent sur les médias sociaux ou n'importe quelle plateforme, ben on le fait pour une raison et pas juste parce qu'il faut être en quelque part, là, tu sais, ou être partout. C'est tellement important ce que tu dis parce que moi aussi, je trouve que souvent, on veut être actif, on se pose des questions sur le comment, mais il y a tout le pourquoi en amont qu'on devrait vraiment se poser des questions, tu sais. Puis souvent, il y a la fameuse mission, vision, valeur là, sur le site web, dans la section à propos. Puis ça part là, puis tu sais, on y a pas repensé ou ça, on y pense juste quand il y a le temps de faire cette page-là sur le site web. Oui, c'est vrai. On ne retouche plus jamais après, tu sais. C'est ça, puis pourtant, je pense qu'on devrait toujours s'en rappeler à chaque fois qu'on crée quelque chose ou qu'on se trouve sur une plateforme. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis en train d'écrire ce post-là? Y a-t-il une raison? Est-ce que je peux peu importe le sujet de ma publication, est-ce que je peux ramener ce sujet-là à ma ligne directrice, à ma stratégie de contenu, à mon positionnement? Si oui, de près ou de loin, c'est correct, ça vaut la peine de le faire. Mais, tu sais, publier juste pour publier, tu sais, des gifs de chats, là, pendant longtemps, on a vu ça, tu sais, sur Facebook maintenant, même des fois sur LinkedIn, mais, tu sais, on voit du contenu beaucoup plus informel, mais en même temps, je pense qu'il y a moyen d'être professionnel dans l'informel pour arriver à passer notre message aussi, là. Ouais, puis moi, je trouve qu'il y a un exemple que je vois vraiment beaucoup qui est comme une erreur qui peut sembler être une bonne pratique, en fait, tu sais. Fait qu'on parlait beaucoup, tu sais, à une époque, il y avait des photos de chat ou des vidéos de chat qu'on mettait, genre, pour être actif, ou la photo, là, bon vendredi, tout le monde, bonne journée, bon week-end, là, tu sais. Puis on dirait, comme, de plus en plus, je me rends compte que, justement, les fameuses publications en lien avec, joyeuse Saint-Valentin, joyeuse Pâques, tout ça, on dirait que ça, pour moi, c'est comme tellement des publications de feeling que ça n'a aucune valeur ajoutée. Non. Là où, si tu fais cette publication-là pour parler peut-être de tes heures d'ouverture, OK, là, il y a un petit lien business, mais on dirait que ça, c'est quelque chose que je trouve que moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font ces publications-là pour se donner de bonne conscience, comme hey, on est actif sur les médias sociaux, mais qu'il n'y a aucun aspect stratégique ou de retour sur investissement. Puis une autre erreur que je vois vraiment souvent, puis là, on dirait que tu viens de me trigger là-dessus, mais les entreprises qui font une genre de veille médiatique puis qui repartagent genre des articles de sources autres que leur site web à eux. Que ça, au final, tu génères du trafic puis de la visibilité pour un contenu qui t'appartient pas. Et donc, personne ne se souvient que ce contenu-là provient de toi. Donc, ça, c'est ces contenus-là qui sont là pour être actifs, mais qui sont pas stratégiques sans retour sur investissement. Ben, je pense qu'on nous a appris ou on nous a comme mis dans la tête qu'il fallait absolument avoir un plan de contenu bien garni. Puis là, OK, il faut, selon avec qui tu tiens, tu vas avoir entendu, il faut que tu publies 2 fois par semaine, 3 fois, 5 fois, tous les jours, 2 fois par jour. Mais c'est parce que ça en fait des idées de contenu à trouver. Fait que c'est à ce moment-là que la petite publication banale de « Joyeuse Pâques, tout le monde », ben, je veux dire, en même temps, est là pourquoi? Tu sais, si, c'est ça, comme tu le dis, s'il y a quelque chose à nommer ou s'il y a, hey, c'est la première fois que je ferme mon entreprise un jour férié pour vraiment prendre du temps pour moi, là, ça peut avoir une certaine valeur pour la clientèle, si c'est une clientèle entrepreneur, évidemment, puisque les autres, ils vont juste se demander pourquoi pourquoi t'en parles. Mais c'est ça, je trouve qu'on est beaucoup dans il faut que je remplisse des spots dans mon calendrier, puis oh mon Dieu, j'ai pas publié depuis une semaine, fait que là, j'aurai plus de clients. Fait que on est beaucoup dans il faut publier, il faut être là, mais tu sais, est-ce qu'on peut être moins là,
mais quand on est là, qu'on soit pertinent, puis qu'il y ait une certaine profondeur dans le contenu qu'on partage, je pense que, tu sais, je pense que ça se fait, là. Moi, je suis plus partout tout le temps. Je l'ai déjà été, je l'ai trop longtemps été, mais me trouve mieux dans ma situation aujourd'hui en publiant moins souvent, mais en étant là quand j'ai vraiment quelque chose à dire, que quand je voulais absolument être vue, absolument entendue, tu sais, puis d'être too much, là, dans le fond, là, écœurer quasiment le monde tellement qu'on, tu sais, voyez-moi, là, je suis là, tu sais, pensez à moi. En tout cas, pour moi, c'est un turn-off maintenant quand je vois des entrepreneurs faire ça, mais tu sais, je plaide coupable, là, je l'ai fait moi aussi, là. Souvent dans les stories, à tous les jours, parler à son audience, toute l'équipe d'être très axé sur le fait de trouver un juste équilibre. Ben justement, veux-tu nous parler de ton processus créatif, de ta routine? Donc, peut-être déjà commencer par ton positionnement. Tu sais, comme, fait que là, tu l'as dit tantôt, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de créateurs de contenu pour les entreprises qui ont vraiment de la misère à garder en tête cette notion-là du positionnement. Toi, c'est quoi les ingrédients que tu rentres dans la notion du positionnement, mettons, avant de lancer la stratégie? Ouais, c'est sûr que là, ça va être vraiment important de savoir tu sais, sur quoi est-ce qu'on veut être reconnu. Donc, on veut que les gens associent notre nom à quelle chose, à quelle expertise. Tu sais, moi, si je dis, OK, entrepreneuriat, mais c'est beaucoup trop large. Donc, où est-ce que... Puis, tu sais, nicher, mais sans trop nicher non plus. Là, tu sais, je suis pas coach d'affaires pour les entrepreneurs unijambistes avec un bras dans le front. Puis, tu sais, je veux dire, ça fait pas de sens. Là, ma clientèle, ce serait peut-être une personne dans l'univers ou deux, tu sais. Mais la journée où on décide de se positionner sur quelque chose en particulier, ça peut être une clientèle, ça peut être un angle aussi dans notre domaine d'expertise, ça fera pas qu'on n'attire pas les autres, ça fera pas qu'on n'attire plus pour différents sujets. J'ai quand même des gens qui viennent me voir pour la visibilité. J'ai quand même des PME, d'autres consultants qui viennent me voir, même si je dis que c'est pour des travailleurs autonomes qui offrent des services. Fait que le positionnement, ça élimine pas les possibilités avec le reste. Sauf que ça nous aide vraiment quand on veut créer du contenu à garder le focus sur qu'est-ce que je veux dire à ma clientèle, puis de quelle façon. Parce que si je m'en vais trop large, ben je veux dire, tu sais, on n'arrête pas de le dire, là, s'adresser à tout le monde, c'est comme s'adresser à personne. Donc, dès que moi, mon meilleur truc, c'est je pense à une personne en particulier quand j'écris un post. C'est jamais la même personne, mais ça fait en sorte que souvent les gens vont hey, j'ai eu l'impression que tu l'écrivais pour moi, tu sais, que tu me parlais. Ça va avoir beaucoup plus d'impact que d'accord, aujourd'hui, je vais vous donner des informations générales qui s'appliquent à tout le monde. Les gens vont juste faire comme d'accord, ben merci. Tu sais, c'est sûr que c'était dans le comment, puis va là, clique là, fais ça, tu sais, c'est sûr, là, c'est général. Mais dès qu'on s'adresse, comme dans mon cas, à des entrepreneurs, si je veux juste cibler une petite problématique ou quelque chose que je sais qui chicote cette clientèle-là, j'ai déjà un point gagné d'avance dans mon contenu, là. Ouais, fait que là, tu sais, comme d'identifier vraiment les thématiques sont propres, les problématiques, les points de douleur, les motivations. Puis moi, il y a quelque chose d'autre aussi que on dirait je trouve qu'on parle pas assez souvent dans la notion de positionnement, c'est l'aspect de différenciation aussi. Ouais. Parce que il y a tellement, tu sais, on dirait que tout le monde fait comme oh wow Maxi puis oh wow Hydro-Québec. Mais au-delà du fait qu'ils sont comme créatifs, peut-être un peu drôles une fois de temps en temps, c'est cette notion-là qui ont défini un ton qui est vraiment unique à ces marques-là. Oui. Et ça, ils se différencient de la marque comme ça. Puis souvent, les gens ils ont peur de se positionner ou justement de se démarquer. Puis on a peur de faire quelque chose de différent. Toi, comment tu gères ça, mettons, quand on jase de cet aspect-là? Ouais, ben tu sais moi je suis à la fois extrovertie et introvertie, donc je suis un heureux mix des deux. Mais tu sais c'est sûr quand moi je suis partie à mon compte dans la vie, j'étais un petit clown puis je suis très haha. Mais je suis super sérieuse dans mon travail, tu sais j'aime ça être comme une ermite là, tu sais puis là je fais de la recherche puis tu sais j'aime vraiment le travail de fond. Puis à un moment donné, je me suis dit, sur les réseaux, j'ai comme pas le choix d'utiliser ma personnalité
parce que les gens me connaissent pas, puis il faut que j'arrive en essayant d'attirer un certain intérêt. Une de mes premières publications quand je suis partie à mon compte, c'est à l'époque où LinkedIn était peut-être un petit peu plus beige, là, je vais faire des guillemets, mais je suis arrivée, pour me présenter, j'ai fait un post avec une photo de moi qui saute dans les airs devant une fontaine au quartier 10-30 à Brossard. Écoute, la quantité de likes, de commentaires que j'ai eu, je sais plus combien de demandes de soumission ce jour-là parce que je faisais de la rédaction à l'époque. C'est là que je me suis dit, aïe, je peux être moi-même. Je peux être autant quelqu'un de bien réfléchi puis de bien deep, mais je peux être quelqu'un aussi qui est le fun puis qui a le goût de rire puis qui a le goût de s'amuser. Les deux peuvent être, tu sais, ensemble pour mon entreprise puis ça va être accepté sur toutes les plateformes. Puis à partir de ce moment-là, ben tu sais, j'ai eu l'étiquette de la fille funny puis tu sais qui fait des niaiseries puis le kit, mais en même temps, comme je suis reconnue pour mon expertise, tu sais, j'allais dire, je peux me le permettre. Je pense que tout le monde peut se le permettre, là, mais tu sais, je me sens plus mal d'être différente, si on veut, sur les réseaux, surtout sur LinkedIn, là. Parce qu'ailleurs, ça passe super bien, tu sais, Instagram, dans mes stories, je peux faire 10 000 niaiseries puis être bien, tu sais, je m'en fous. Mais sur LinkedIn, c'est ça, je me permets de pas être toujours dans le cadre. J'ai souvent un pied à l'extérieur du cadre, puis moi, ça me convient. J'adore ça. J'ai l'impression on se ressemble vraiment beaucoup. On se connaît pas beaucoup, mais j'ai vraiment l'impression qu'on se ressemble beaucoup parce que moi aussi, je suis un gars dans la vie quand même assez... je peux être assez niaiseux puis assez funny aussi. On dirait que côté comme quand je suis en train de travailler avec des clients ou quoi que ce soit, on a du plaisir, mais je veux dire, je suis un peu moins niaiseux, disons. Puis Oui. Puis j'ai vraiment de la misère à intégrer ça dans mon contenu. Tu sais, même Mm-hmm. dans mes podcasts, je vais être vraiment concentré pour amener de la valeur dans nos discussions puis toute l'équipe. Puis comme je suis un peu moins drôle que si tu me rencontres dans un 5 à 7 de réseautage, mettons, tu sais. Peut-être pas drôle, mais peut-être moins niaiseux, justement. Fait que je trouve ça très drôle. Moi, la façon que j'ai défait ça, c'est que je suis toujours semi-préparée. Tu sais, moi, je suis une fille qui j'aime improviser, j'aime me laisser surprendre par ce qui va arriver. Fait que, tu sais, moi, arriver puis me faire dire ce matin, OK, on se rencontre, on va parler de tel sujet. Parfait, j'ai aucune idée de ce que tu vas me demander, puis ça me convient. Sauf que quand je fais ça, puis je fais la même affaire pour mon podcast, quand je reçois quelqu'un ou pour n'importe quel type de contenu, j'ai des points que je veux aborder, mais je me laisse beaucoup être dans le flow puis de me laisser surprendre par qu'est-ce que moi-même je vais dire ou qu'est-ce que l'invité va dire. Ce qui fait que je suis tout le temps 100% moi parce que j'ai pas dans ma tête ce qui s'en vient après. Donc ça pour moi c'est quelque chose de super important. Je pense qu'il m'aide à être toujours L'authenticité, en mode surprise. Puis, ouais. Ouais, j'adore ça. Ben, puis justement, c'était comme ma prochaine question là, dans le fond. Fait que, tu sais, comment tu fais? Tantôt, tu disais que tu as toujours un pied à l'extérieur là, du cadre, mais de l'autre côté, tu t'assures quand même que ton contenu il ait de la valeur justement pour ta clientèle cible. Ouais. Donc, parle-nous un peu de ton processus créatif, justement, ta routine de création de contenu. À quoi ça ressemble? Comment tu fais pour justement être funny, mais en même temps stratégique avec ton contenu puis que ça ait de la valeur? Ouais, ben là, tu vas être déçu parce que je vais juste te répondre que je suis très spontanée dans ma création de contenu. En fait, j'ai essayé autant comme autant. Autant j'étais capable d'être très structurée quand je créais du contenu pour les autres, autant pour moi, c'est un turn-off total. J'ai essayé, là, ça fait 1 an que je travaille avec quelqu'un, puis c'est toujours moi qui crée le contenu, mais elle fait des visuels, puis tout ça. Puis là, je me retrouve comme bloquée parce que je dois dire à l'avance ça va être quoi les sujets pour qu'elle puisse faire des visuels. Puis c'est ce que j'aimais de LinkedIn au tout départ, c'est que c'était la seule plateforme où je pouvais me permettre de faire des posts avec pas d'image. Pas de vidéo, pas d'image, juste du texte. Puis encore à ce jour, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi sur LinkedIn, même si on dit faites des vidéos, mettez des photos, faites des carousels. Moi, ça fonctionne pas pour moi. C'est vraiment juste du contenu texte. C'est ce qui va avoir le plus d'impact. Mais tu sais, je me suis fait un mind map avec ma ligne directrice, c'est quoi mes sujets généraux, c'est quoi mes sous-sujets aussi que je peux traiter. J'ai un Asana rempli d'idées. Je dois en avoir au-dessus de 250, ça n'a pas de sens. Fait que
des fois, je sais pas quoi publier, je fais juste ouvrir mon Asana, mes yeux s'arrêtent sur quelque chose, puis je fonctionne de la même façon pour le podcast. Donc, mes yeux s'arrêtent sur quelque chose. Ah oui, j'ai une idée. Hey, oui, ça serait le fun, j'ai quelque chose à dire là-dessus. J'ouvre mon micro, j'ouvre ma caméra, je prends mon clavier. Fait que là, à ce moment-là, je vais créer sur le fly un contenu que, habituellement, si ça arrive de même de façon spontanée, si je le publie tout de suite, habituellement, ça a un bon impact. Si je le réfléchis trop longtemps, si je me dis, c'est pas le bon moment parce que là, par exemple, c'est samedi matin, puis là, le samedi matin, les posts, ça fonctionne pas vraiment bien, je m'en fous, je le mets quand même. Je le réutiliserai ailleurs un autre jour, je le ferai autre chose avec, mais j'ai décidé vraiment de me sacrer la paix, on va dire ça de même, là, puis de me dire, au moment où j'ai le goût d'écrire, puis oui, tu sais, je pourrais batcher du contenu, mais on dirait que quand je le crée, je ressens cet urgent besoin de le montrer à tout le monde. Je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce que ça dit de moi, mais je ressens besoin de mettre la vidéo tout de suite sur YouTube, de poster un reel, de faire. Ce matin, j'ai fait une publication sur LinkedIn. Tu sais, on est un lundi au moment d'enregistrer, c'est férié. Je l'ai faite, puis tu sais, tout de suite, il y a des gens qui sont là puis qui interagissent avec moi. Fait que je pense que quand ça arrive, ça, pourquoi se brimer puis pourquoi se bloquer juste parce que supposément c'est pas la bonne journée, c'est pas la bonne heure, c'est pas le bon contexte, là j'ai pas de visuel. Tu sais, j'allais dire un gros mot, mais tu sais, on laisse faire puis let's go là, tu sais, on passe à l'action là. Si tu prends le temps d'écouter le podcast, c'est la preuve que tu aimes ça apprendre puis que tu peux améliorer ta création de contenu et tes résultats. Mais si je te disais que tu peux aller encore plus en profondeur sur l'optimisation de ton contenu sur certaines plateformes, serais-tu curieux de savoir comment? C'est simple, tu as juste à te rendre sur le site d'Isarta pour consulter les sujets de formation que je donne en lien avec les médias sociaux. TikTok, la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme sur laquelle tu aimerais ça en apprendre davantage, j'ai sûrement une formation sur le sujet. Tu aimerais développer ton propre podcast, j'ai aussi une formation là-dessus. Puis ça, c'est juste mes formations à moi. Il y a une foule d'autres formations données par des experts d'autres domaines, que ce soit en lien avec le marketing numérique ou plein d'autres sujets fascinants qui vont t'aider à propulser ta carrière. Visite formation.isarta.com pour consulter le calendrier des formations et t'assurer de réserver ta place. Merci à Isarta de commanditer le podcast Le Social Show. Je sais pas si c'est comme moi, mais perso, ce qui m'allume le plus en marketing numérique, c'est vraiment l'aspect stratégique et créatif, pas l'aspect technique. C'est vraiment ça qui m'a allumé la première fois que j'ai entendu parler du CMS québécois RubberDuck. Fini les mises à jour et les bugs de plugins. Fini de chercher des développeurs web pour mettre à jour ton site chaque fois que tu veux faire des modifs. Fini de te perdre dans le code pour intégrer tes pixels et tes outils de tracking statistiques. Tu travailles avec des entreprises de services ou des clients qui ont besoin d'un site vitrine qui se montre comme un jeu d'enfant, RubberDuck, c'est la solution parfaite pour toi. Tu as besoin de créer un site bilingue? Pas de problème, tu peux facilement modifier les pages franco et anglo en même temps. En plus de ça, c'est eux qui s'occupent du support si tes clients ont des bugs techniques. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un chèque? Ben imagine-toi donc que RubberDuck offre en plus des ristournes aux professionnels du marketing et aux agences qui développent des sites web pour leurs clients. Visite rubberduck.io/essai pour tester la plateforme gratuitement pendant 14 jours. Un gros merci à l'équipe de RubberDuck de commanditer le podcast. De retour avec notre invité. T'as dit plein d'affaires qui ont vraiment beaucoup de valeur sur lesquelles je veux zoomer in un peu, là. La première, je pense que c'est important de souligner le fait qu'il y a beaucoup de gens qui créent du contenu, mais de manière plus intuitive, de manière inspirée. Mais la clé pour ça, c'est un autre élément sur lequel tu as passé un peu plus rapidement, c'est vraiment la notion d'être stratégique et d'avoir déjà identifié tes sujets, tes thématiques claires, puis tes sous-thématiques, puis tes sous-sujets. Donc, tu peux-tu nous parler de ce processus-là? Toi, comment tu crées ça de manière vraiment stratégique? Oui, ben en fait, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup les mind maps. Je suis très papier dans la vie, puis mon mind map, là, présentement, je l'ai sous les yeux. Il est collé sur mon mur dans mon bureau. Donc, je l'ai d'en face à longueur de journée. Je peux pas l'oublier. Donc, le mind map, ce qui va me permettre de faire, c'est au centre de créer c'est quoi vraiment mon objectif avec mon contenu. Donc, dans mon cas, c'est de proposer aux travailleurs autonomes d'avoir une business plus simple, plus rentable, d'avoir plus de plaisir, d'avoir plus de temps aussi. On n'est pas dans la formule magique de « Hey, fais ceci, puis il va arriver cela, OK? » Puis
Puis à ce moment-là, ben c'est quoi les sujets que je peux leur parler qui se rattachent au fait d'avoir une business plus simple? Je peux parler d'automatisation, puis oui, je peux parler de clients cibles parce que le choix de ta clientèle va avoir une influence de tes offres, de tes prix, de tes réseaux sociaux, tu sais, de leadership. Fait que j'ai vraiment sélectionné des sujets que je sais par expérience, parce que là, ça fait plusieurs années que je discute avec des travailleurs autonomes, que c'est des enjeux pour eux, puis que je sais que j'ai quelque chose à dire, puis que j'ai quelque chose à apporter là-dessus. Tu sais, si j'ai rien à dire sur le leadership, je vais pas l'ajouter dans mon... Tu sais, je vais pas me rendre spécialiste de quelque chose pour en parler, mais je vais pas l'ajouter. Tu sais, si j'ai rien d'autre à dire que, hey, c'est important d'être leader dans ton domaine, puis d'avoir du leadership, puis d'oser, je veux dire, d'accord, achète-toi un livre de développement personnel, puis tu sais, ça va faire la job. Le rendu là, t'as pas besoin de m'entendre te le dire. Sauf que ce qu'il y a dans mon mind map, c'est toutes des façons que je peux expliquer pourquoi, tu sais, où, quand, quoi, comment, pourquoi. De ma vision à moi, ça peut changer ta vision ou ton entreprise. Donc, moi, chaque contenu est réfléchi en fonction de ça. Si un post que je fais sert pas à réfléchir ou mettre en action ou, tu sais, au moins juste semer une petite graine de quelque chose qui, à un moment donné, la personne va faire « Ah, oui, elle avait dit ça à un moment donné, puis là, je viens d'allumer que c'est vrai parce que je suis rendue là aujourd'hui. » Ben, ça va avoir valu la peine que je fasse ce travail-là. Mais tu sais, j'aurais pas une stratégie poussée au point où, OK, à ce temps-ci de l'année, je sais que les gens sont dans telle phase, fait que nécessairement, je vais aller parler d'un sujet spécifique pour attirer plus de clientèle. Moi, j'ai pas ce type de stratégie-là. Je suis beaucoup dans ce que j'entends. Je suis sur les réseaux à chaque jour. Ça fait 7 ans là, presque que je suis à mon compte. Ça fait 7 ans qu'à tous les jours, je suis sur Facebook, Instagram, LinkedIn, que je parle en DM avec d'autres entrepreneurs et je suis beaucoup, beaucoup à l'écoute. Et je prends des notes. Donc, quelqu'un me dit quelque chose, utilise un mot. Hop, OK, il y a un terme qui revient souvent. OK, comment est-ce que je pourrais utiliser ce terme-là pour venir expliquer quelque chose dans un langage que les gens comprennent? Tu sais, je donne un exemple. Au début, je parlais de visibilité organique. Puis après 6 mois, mon compte, il y a une personne qui m'a dit « Hey, c'est super ton contenu, mais c'est quoi la visibilité organique? » Là, je dis « Oh mon Dieu! » Ils comprennent pas. Mais moi, je sortais de ma job en agence. Tu sais, j'utilisais du vocabulaire d'agence ou du vocabulaire de professionnel, mais ma clientèle comprenait pas. Fait que comment est-ce que je peux ramener toujours au plus simple, sans prendre les gens pour des cons nécessairement, mais tu sais, comment ramener au plus simple pour être sûr que chaque notion soit comprise. Ça, c'est un travail quand même de simplifier même mon contenu. Fait que tu sais, des fois, je suis comme, j'aurais pu faire un beau contenu de fond, mais est-ce que c'est vraiment de ça que les gens ont besoin? C'est pas toujours le cas. Tu sais, fait qu'il faut s'adapter à sa clientèle aussi, là. Ouais, puis tu sais, ça, il y a tout le temps la nuance que tu veux que ton contenu soit vraiment spécifique pour que la clientèle à qui tu t'adresses se sente interpellée. Mais oui, ça peut être bon d'utiliser certains termes techniques dans une industrie parce que tu sais que ça va plus connecter avec ton audience. Mais effectivement, des fois, qu'il y a du jargon que là, faut que tu fasses attention parce que peut-être c'est pas tout le monde qui va comprendre non plus. Fait que c'est de trouver ce juste équilibre-là entre les deux qui Ben oui, et parce que tu sais, si je parle de visibilité organique, ben à un moment donné, quand je m'en suis rendu compte, c'est que j'ai commencé à dire toujours, à spécifier c'était quoi organique. Donc, si je disais visibilité organique, je mettais en parenthèse où je le disais sans publicité payante. Ou si je disais, pour te faire voir sans utiliser de publicité, là, je mettais en parenthèse visibilité organique. Tu sais, juste pour que ça rentre dans la tête des gens. Puis, à un moment donné, c'est ça, je me suis dit, ça sert à rien d'utiliser des termes trop complexes. Je veux dire, je suis des gens, là, actuellement, que, je veux dire, puis on s'entend, je suis pas conne, là. Je veux dire, j'ai quand même un bon bagage de connaissances, là. Puis quand il faut que je cherche un mot sur Google, là, moi, en tant que future cliente ou comme abonnée, je me sens conne. Je me sens vraiment conne et ça me donne pas du tout envie de travailler avec cette personne-là parce que je me dis, si dans un contenu qui s'adresse à tous, ben tu sais, à toute sa clientèle, à tout le profil qu'elle cible, puis que là-dessus,
que je suis pas la plus nounoune, là, tu sais, je pense, en tout cas, ben, puis que je comprends pas. Je veux dire, moi, comment ça me fait sentir, je dois pas être la seule. Fait que, tu sais, c'est pour ça de revenir à la base, on oublie souvent de revenir à l'essentiel, puis de se dire, est-ce que de flasher des beaux mots, puis des grands mots, puis de flasher, tu sais, nos grandes connaissances, puis nos grandes lectures, puis c'est correct parce que c'est le style de certaines personnes, puis j'ai aucun problème avec ça, mais moi, la journée où j'ai accepté que moi, j'étais la fille de Girl Next Door, là, puis le plancher des vaches, là, moi, c'est ça que t'as avec moi. T'as pas, je vais pas te sortir des beaux grands termes, je les connais, mais je vais pas les utiliser parce que justement, je veux pas que tu te sentes, tu sais, déjà, tu viens me voir ou tu me suis parce que t'as des questionnements, il y a il y a une problématique, tu veux mettre le doigt dessus. Si en plus, je te lance des informations que tu comprends pas, puis que je t'explique pas, que je simplifie pas, ben, tu sais, c'est pas mal sûr que je t'aurai pas comme client ou comme cliente avec ça, là. Hmm. Donc là, tu nous as déjà parlé un peu de la notion de comment tu crées du contenu, fait que tu identifies tes thématiques. Après ça, t'as une belle banque d'idées. Ça ressemble à quoi justement ta fréquence de publication? T'as-tu vraiment comme une fréquence de publication que tu essaies d'avoir un minimum ou c'est un peu plus comme intuitif ça aussi? Oui, c'est très intuitif. J'ai essayé vraiment fort là, de me dire, OK, 3 fois par semaine, je publie, mais je me rends compte que dès que je me mets un quota, si on veut, de contenu à créer, je me sens pas du tout créative. Donc, moi, je sais que puis tu sais, parce que je suis habituée aussi, j'ai pas besoin de 14 heures de préparation pour créer un post. Tu sais, mes podcasts, je les enregistre one shot. Mes vidéos, je les enregistre, tu sais, d'un coup. Je fais, tu sais, presque pas de montage. Donc, pour moi, c'est l'instantanéité qui va être plus payante. Mais je comprends qu'il y a des gens qui doivent le réfléchir, puis tu sais, prendre le temps aussi des fois de faire corriger leur texte ou tu sais, ça vient comme mettre un peu les bâtons dans les roues si on veut. Mais sinon, non, je me laisse vraiment la liberté de publier. Mais en fait, ce que je dirais, c'est que j'ai trouvé la plateforme où pour moi, c'est le plus facile d'écrire. Et c'est LinkedIn. Parce que le format me donne plus de liberté. J'ai plus long que je peux écrire aussi. Puis après, je vais prendre ce post-là puis je vais l'adapter pour, par exemple, Instagram ou Facebook. Ou sinon, mon infolette aussi, où là, j'ai le feu vert. Puis tu sais, je peux bien écrire ce que je veux, la longueur que je veux. Mais souvent, c'est des plateformes que je suis plus libre, où j'ai pas à réfléchir à des hashtags, où j'ai pas à réfléchir à un visuel. J'écris mon post, je le publie. Puis après ça, je peux voir qu'est-ce que je vais faire avec ce contenu-là. Ouais, c'est vraiment intéressant. Tu sais, ça, c'est un conseil que je donne aussi aux gens. Tu sais, c'est comme l'idéal, c'est vraiment ça, c'est de trouver c'est quoi la plateforme qui est la plus simple pour toi. Ouais. C'est plus facile pour toi de jaser. Si oui, comme fais du contenu vidéo, puis pars de ce contenu vidéo-là après ça pour faire un contenu à l'écrit, peut-être. Ouais. Moi aussi, je suis plus comme j'aime ça. C'est plus simple pour moi rédiger que de faire des visuels ou de faire du contenu vidéo. Fait que souvent, moi aussi, LinkedIn est ma plateforme numéro 1. Après ça, j'ai développé d'autres contenus comme le podcast qui me permet d'être en contenu vidéo aussi. Toi aussi, tu as un podcast. Est-ce que ton podcast, présentement, lui, est-ce que tu as un peu plus de récurrence sur ton podcast ou là aussi, tu donnes la chance d'être plus en mode intuitif? Non, ça, le podcast, en fait, il y a 2 choses que, pour moi, c'est sûr et certain que je fais. C'est mon infolette le mardi à 6 heures depuis presque 7 ans. Ça, c'est la chose que je tiens mordicus. Puis le podcast que j'ai commencé décembre 2019, en tout cas, probablement, j'ai commencé janvier 2020, que je me garde le concept de saison, là, donc peut-être une dizaine d'épisodes. Où j'alterne entre invité et solo. Mais je me laisse être très quand même spontanée dans les sujets parce que j'ai réalisé que si j'enregistrais trop à l'avance, après je vois quelque chose passer puis je suis comme oh non, ben là j'ai déjà prévu tout mon line-up pour la saison puis là je suis déçue. Fait que la prochaine saison, je vais revenir à plus de liberté pour justement être capable de rebondir puis si admettons je vois que Francis t'écrit un post sur LinkedIn, puis je fais « Oh mon Dieu, il faut absolument qu'on en parle. » Ben, let's go, ben un peu comme on a fait ensemble là, pour que je sois là aujourd'hui. Donc, d'utiliser la spontanéité sur un contenu, puis
puis pouvoir être à chaud, parler d'un sujet, tu sais, puis je pense que ça se ressent aussi dans les discussions quand c'est spontané plutôt que quand c'est prévu dans 6 mois. Ben après, l'excitation est pas la même pour l'invité, puis l'excitation est pas la même pour la personne qui fait le podcast puis qui doit en parler aussi, parce que, je veux dire, ça fait tellement longtemps qu'on est juste passé à autre chose, même si c'était super intéressant, là. Ouais. Puis là, concrètement, ça ressemble à quoi, mettons, justement, fait que t'as ton mardi, là, où est-ce que t'es sur ton infolette, t'as ton temps dédié, fait que tu passes combien de temps concrètement à créer du contenu par semaine, à peu près? Ben je le compte pas vraiment parce que c'est tellement aléatoire. Tu sais, ce matin, mon post, je l'ai écrit en buvant mon café sur mon cellulaire en 2-3 minutes. Puis tu sais, c'est réglé. Ce que je vais prendre le plus de temps, ça va être mon infolette. Habituellement, peut-être 1 heure à peu près que je passe là-dessus. Mais je me laisse beaucoup mijoter. En fait, c'est que toute la semaine, je mijote des idées. Puis quand je suis prête, là, je vais lire quelque chose, je vais entendre quelqu'un dire quelque chose. Ah, oui, OK. C'est correct, c'est le bon sujet, là, je pars. Mais tu sais, je le sais, j'ai une facilité à écrire aussi. Donc, quand je commence, si je sais de quoi je veux parler, les mots vont défiler. Puis, tu sais, tandis que si j'ai pas déjà mon idée de fait, je vais me casser la tête, je peux passer une journée sur un texte de genre 500 mots, ça a juste aucun sens. Tu sais, fait que souvent j'ai mon idée, j'ai un gros tableau blanc, là, j'ai un gros post-it genre 3 pieds par 4 pieds là, sur mon bureau, un post-it autocollant effaçable. Je note toutes mes idées là-dessus. Fait que quand c'est le temps, si je vois, OK, l'infolette, ah oui, parfait, je pourrais parler de telle affaire, je laisse ça mijoter, puis plus je la regarde durant la semaine, plus des fois je vais ajouter des petites notes. Puis à un moment donné, ben, je l'ai, mon infolette, là, elle est toute écrite, là. Fait que j'ouvre mon logiciel, je l'écris, je mets ça cute, je mets ça avec du storytelling, puis c'est parti. Fait que là, t'as vraiment tous les formats de contenu là dans ta présence. Fait que podcast, infolette, contenu plus rédigé, puis t'as aussi des reels sur Instagram, où est-ce que t'es active aussi, puis dans les stories aussi où est-ce que t'es ça, c'est ma place. assez active aussi. Donc c'est quoi, mettons, pour une fille qui fait tout ça, là, c'est quoi ton plus gros défi quand il est le temps de créer du contenu au final? Ben la constance, déjà de 1. Puis je pense que je suis partout. En fait, je pense qu'à la base, je suis partout parce que ma job demande de connaître tous les outils pour être capable de conseiller mes clients. Donc, je pense que si c'était pas de ça, là, des reels, j'ai pas vraiment de fun à en faire. Maintenant, j'en fais quand je vois quelque chose passer, puis je suis comme ah oui, ça serait cool, j'ai une idée, j'entends une toune, je suis en auto, puis je dis ah oui, je pourrais faire telle affaire, mais je vais arriver chez nous, je vais le faire, je vais publier. Mais tu sais, j'aurais plus le goût d'être sur Facebook, j'aurais pas le goût de faire des reels, j'ai pas envie d'être sur TikTok, mais je suis partout quand même. En même temps, je réutilise du contenu partout, donc j'ai pas mon effort. Prioritairement, mon effort sur les réseaux sociaux, je le mets sur LinkedIn, dans mes stories Instagram plus. Mais en même temps, c'est pas un effort, c'est comme Facebook en 2007, là, tu sais, quand on écrivait des posts, là, Julie fait, ou, tu sais, on décrivait, c'est un peu notre quotidien, quasiment comme notre journal intime. Mais moi, mes stories, c'est mon quotidien d'entrepreneur qui est là. Puis c'est vraiment là que je convertis mieux, puis c'est là que je parle le moins de job, en fait. Ouais. Ah, wow, ça, c'est super intéressant. Quand je parle de l'importance des stories, souvent, il est à ce niveau-là, parce que, tu sais, les stories, il y a à peu près, 10% de tes abonnés Instagram, à peu près, qui va passer tes stories. Fait que, tu sais, la quantité de gens est pas énorme, mais les yeux qui sont là, c'est les yeux sûrement les plus importants, parce que c'est ta clientèle cible qui sont tes plus grands fans ou qui sont un peu aussi ceux qui consomment le plus de stories, mais ça va être souvent tes plus grands fans, puis que justement d'avoir ce behind the scenes-là te permet de connecter d'une autre manière avec l'entrepreneur ou l'entreprise ou quoi que ce soit. Ouais. Ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Fait que tout dans tes stories, c'est vraiment behind the scenes de plus ton quotidien que tu vas mettre là? Oui, mais tu sais, c'est souvent ils vont avoir des primeurs sur quoi je suis en train de travailler. Tu sais, les gens sont tannés parce que bon, elle recommence à nous teaser avec quelque chose. Là, tu sais, j'utilise l'hashtag projet secret. Puis là, les gens sont comme qu'est-ce qui se passe? Sauf que
ce que ça fait, c'est que ça génère une attente, ça génère une curiosité. Tu sais, je le fais pas dans l'optique de ils vont tout vouloir acheter quand ça va être le temps. C'est vraiment parce que moi, j'ai du fun, parce que j'essaie de leur faire deviner ce sur quoi je travaille à chaque fois. Mais la relation que j'ai créée, tu sais, je fais des stories depuis 2016. Donc, mais je suis là chaque jour. Fait que la relation qui s'est créée avec eux, c'est très informel, c'est très friendly. Puis ça arrive des fois que je lis quelque chose puis je leur partage, mais ils s'attendent pas à avoir un carrousel avec du contenu éducatif, là. Tu sais, ils me suivent pas en stories pour ça. Puis la différence entre publier des stories puis réussir avec les stories, c'est le temps que tu vas passer à discuter avec les gens. Parce que si tu fais juste publier puis tu t'en vas, je veux dire, ça sert strictement à rien, mais c'est la même chose sur tous les réseaux aussi. Là, c'est la connexion qui va faire le travail, là. Ouais, c'est drôle. Je lisais justement aujourd'hui sur ce sujet-là. Puis la personne, elle disait, je pense que c'était dans un infolette, j'ai lu ça. La personne, elle disait, c'est comme si tu travaillais vraiment fort à inviter plein de monde dans un party. Puis là, quand le monde sont dans le party, tu leur parles pas. T'es en train de faire ta promotion, d'essayer d'aller chercher d'autres mondes pour aller dans un autre party après, tu sais. Ouais. Je trouvais ça tellement parfait comme analogie. J'étais comme, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se concentrent tellement à essayer d'aller chercher des nouveaux abonnés, tout le temps créer du contenu pour aller chercher du monde, qu'au final, les gens qui sont là, puis qui show up, puis qui commentent, ben, ils n'ont pas de réaction, ils n'ont pas d'interaction. Fait que je trouve ça quand même intéressant comme analogie. Puis tu sais, je pense que c'est de descendre nos attentes aussi. Tu sais, mon compte, je viens de passer les 2000 abonnés, là. Tu sais, j'ai pas un compte là, avec 10 000 abonnés. Tu sais, on rêve, là, oh mon Dieu, ça me prend toujours plus de followers. Mais rendu là, si t'as les bons followers, ça vaut 1000 fois plus que si t'en avais 10 000. Tu sais, puis c'est sûr qu'à un moment donné, t'atteins comme... tu sais, ton following est comme un peu saturé parce que peut-être les gens qui sont rendus à travailler avec toi, tu sais, t'as atteint comme le quota que tu pouvais, puis oui, d'aller chercher, mais là, il y a plein de façons de te faire découvrir de d'autres réseaux, mais c'est ça, c'est un travail constant de rappeler aux gens que si tu veux pas connecter avec les gens, moi, ma question, c'est tout le temps, mais qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Tu sais, dans les réseaux sociaux, là, il y a social, là. Je veux dire, tu peux pas juste t'en débarrasser. C'est pas juste payer pour de la pub, puis ça roule, là. Puis moi, je m'en vais faire d'autres choses. Il y a le contact humain qui est là, puis je trouve comme travailleur autonome, les gens qui ne veulent pas s'impliquer, je veux dire, on est notre propre marque, là, on est les porte-parole de nos propres entreprises. Fait que si t'es pas prêt à faire ça pour réussir, pour avoir des clients, pour être vu, pour te faire connaître, tu sais, en tout cas, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Hey, c'est vraiment intéressant parce que dans la conversation que j'avais récemment avec Alex Martel, qu'elle a décidé de faire le choix de quitter les médias sociaux, mais en continuant des outils avec l'outil de publicité ou quoi que ce soit, ben elle, justement, elle avait le discours exactement inverse. Fait que si vous n'avez pas écouté ce podcast-là, je vous invite à l'écouter, mais vraiment, elle avait exactement le discours inverse dans le fond. Puis c'est intéressant de voir comme, ben justement, tu sais, la clé au final, comme toi, tu as raison, puis Alex Martel a raison aussi. C'est de se respecter. Tu sais, fait qu'elle, pour elle, c'est vraiment demandant de répondre aux gens parce que ça vient l'épuiser émotionnellement. Et donc, et toi, tu l'as dit tantôt, tu es plus une introvertie, extravertie, mais donc toi, d'aller connecter avec les gens, c'est vraiment important. Fait que là, moi, c'est ça que je trouve vraiment le fun d'avoir ces discussions-là avec plein de créateurs de contenu. On a toutes nos visions qui sont similaires dans les zones grises, mais qu'il y a certains positionnements comme ça que c'est propre à nous. Tu sais, puis je pense, c'est ça que je veux que les créateurs de contenu comprennent, c'est qu'il faut être vrai avec soi-même, ses valeurs, puis ça revient à ce qu'on parlait tantôt de l'importance du positionnement. Ben ça en fait partie aussi. Exact. Puis, tu sais, si je ramène ça à Alexandra, ben on s'entend, là, la connexion, moi, je la priorise, mais j'ai pas 10 000 abonnés, là. Rendu à un certain nombre d'abonnés, je veux dire, c'est sûr, là, ça doit être complètement fou, là. J'ose même pas imaginer, puis
je comprends tout à fait, puis Geneviève Gauvin, puis il y en a d'autres aussi qui ont fait ce choix-là d'être moins présents ou de pas répondre. C'est correct. C'est tout à fait valide. Puis moi-même, dans leur situation, c'est probablement ça que je ferais. Fait que plus t'as de gens qui te suivent, plus c'est demandant. Mais à mon niveau, à moi, que tu sais, des plus petits comptes, puis c'est plus comme à échelle humaine, je vais dire ça comme ça, là, tu sais, des plus petits comptes, pour moi, ça se fait super bien. Puis je peux le prioriser, mais je peux tout à fait comprendre quelqu'un comme Alex tu sais, à un moment donné, là, c'est trop, ça doit prendre toute la place, tandis que moi, je le vois plus comme si c'était ma gang de chums, tu sais, pendant un souper puis, ou un événement. Comme tu as dit tantôt, tu as travaillé fort pour avoir les bons abonnés, pas la quantité. Fait que ce sentiment-là que c'est ta gang de chums, ben, est 2 fois plus vrai. Là. Fait que ça veut dire que tu as vraiment les bons abonnés dans ta communauté. Fait que ça, c'est parfait. Là, justement, parlant de ce sentiment, on dit souvent, là, la clé, c'est de créer une communauté. Fait que ça, toi, as-tu des trucs à donner pour les gens qui disent, ben, tu sais, moi, je crée du contenu, j'ai de la visibilité, j'ai de l'interaction, mais j'ai de la misère à avoir ce sentiment de communauté-là. T'as-tu un truc, t'as-tu des conseils que tu donnes habituellement aux gens qui essaient de créer ça? Tu sais, c'est sûr que pour créer une communauté, faut que tu donnes, faut qu'il y ait un certain, tu sais, les gens, ils viennent chercher quelque chose. Mais je pense qu'au-delà de ce qu'ils viennent chercher, il y a le lien qui va se créer avec eux. Puis moi, sans nécessairement dire, hey, j'ai des disciples, là, ok, moi, c'est pas ça que je veux. Pour moi, je veux le feeling de la communauté. Quand je publie, ça arrive que j'ai des posts, il n'y a pas personne qui réagit. Puis tu sais, ça veut pas dire qu'il y a plus personne qui m'aime, ça veut pas dire que c'est pas valide, ça veut pas dire que je suis pas bonne puis je devrais aller me trouver une job, tu sais. C'est clair, net et précis. Mais quand je parle de trucs plus, tu sais, sur des enjeux importants, ou tu sais, un podcast où je vais partager quelque chose que j'ai vécu ou peu importe comment je me sens, là, tout d'un coup, là, je le sens, là, que les gens reviennent parce que encore une fois, je reviens à l'essentiel puis je reviens à leurs enjeux à eux plutôt que d'être en mode je donne. Mais tu sais, moi, à l'époque, j'ai eu un groupe Facebook où j'avais 3000 personnes dans le groupe et je donnais des trucs réseaux sociaux. Puis ça, j'en ai souvent parlé, mais plus tu donnes, plus on t'aime. Plus on t'aime, plus tu donnes. Puis plus tu donnes, ben moins tu vends. Donc, tu sais, moi, j'ai vécu vraiment un passage à vide où j'étais super appréciée. On me taguait partout là, dans le temps des groupes Facebook. Là, j'étais taguée de partout, puis ça finissait plus. Je faisais 0 scène, OK? Parce que les gens étaient comme, va dans le groupe à Julie, elle va répondre à tes questions. Et moi, je faisais de la recherche, puis là, j'étais tellement contente. Puis jusqu'au jour où, justement, j'ai défini, elle était où ma ligne entre le contenu gratuit et le contenu payant, qui était mes services. Puis j'ai fermé mon groupe. Il fonctionnait super bien. Je l'ai fermé. On m'en parle encore aujourd'hui. Il est archivé. Les gens le savent. Parce que pourquoi tu l'ouvres pas? Non. Mais j'ai pris une décision pour pouvoir vivre de mon entreprise plutôt que juste d'être aimé puis apprécié puis reconnu sur les réseaux sociaux. Fait qu'il y a un moment donné où j'ai eu le pas de wow, je suis reconnue, c'est le fun. OK, mais c'est quoi l'autre côté de la médaille? C'est que j'ai des factures à payer, là, tu sais, puis j'ai mon hypothèque, puis il faut que, tu sais, puis j'y arrivais. Comment t'as fait pour tracer la ligne entre ce que tu donnes en contenu gratuitement, puis, mettons, amener les gens à travailler avec toi? Ben là, c'est sûr que au niveau, tu sais, ça va être plus général. Je vais parler de situations que les gens vivent de façon générale, puis donner des pistes de réflexion. Donc, moi, je suis beaucoup dans amener les gens à réfléchir parce que les réponses dont ils ont besoin, habituellement, c'est en venant travailler avec moi qu'ils vont les avoir parce que mon approche à moi, c'est du coaching / accompagnement / mentorat. C'est comme un mix de tout ça qui fait que si j'ai pas toutes les informations de ta situation, je peux bien te donner une réponse, là, puis ça se peut que tu sois satisfait, puis tu t'en ailles en disant « Hey, Julie m'a dit d'essayer ça », mais ça se peut que tu reviennes en disant « Ben, ton idée, c'était pas top, hein, ça a pas fonctionné. » Ah ben non, mais as-tu pensé à ça? T'as-tu vu ça? T'as-tu nanana? Puis ta situation, puis tu sais, il y a tellement de solutions que la journée où je me suis dit « Moi, si j'ai pas le portrait
dont j'ai besoin pour conseiller les gens, je leur propose de venir travailler avec moi. Sinon, je leur dis de faire des recherches. Je les envoie sur un site web. Puis là, c'est pour ça aussi que je commence à créer plus du contenu how-to, tu sais, sur la chaîne YouTube, par exemple, ou même dans mon infolette, pour amener les gens à faire certaines choses par eux-mêmes, mais que pour les questionnements de fond, tu sais, pour ce qui est vraiment important, il faut qu'ils viennent travailler avec moi, là. Fait que là, ouais, tu mentionnes ta chaîne YouTube, puis on est rendu pas mal là dans le plan de conversation. Oui. Donc, T'es on bien a déjà dit, structuré, là, t'as un podcast, t'as un infolette, t'as ta présence sur LinkedIn, Facebook, Instagram. Ouais. Puis, en plus de ça, là, tu viens de relancer une nouvelle série sur YouTube. Tu avais déjà une présence assez active sur YouTube. Là, tu as décidé de relancer cette série-là. Donc, cette portion-là, tu viens de l'adresser un peu. Là, comment ça s'imbrique dans ta stratégie globale, ce positionnement-là sur YouTube? Ouais, pour YouTube, en fait, je vais utiliser du contenu que j'ai déjà créé. Donc, c'est sûr que ma prochaine saison, le podcast va se retrouver à la fois. Présentement, j'étais juste en audio. Donc, la prochaine saison, j'ai décidé de faire audio et vidéo en même temps. Donc, ça va me faire un contenu de plus. Puis, il y a beaucoup de choses que j'ai le goût de faire parce que mes clientes me demandent tout le temps. La série que j'ai sortie, c'est Business Simplifié avec Thrivecart et Learn. J'arrêtais pas de... Même pour mes clientes, « Ah, Julie, comment je fais? Donc, telle affaire, puis là, l'affiliation, puis là, je sais pas comment, puis là, je passais mon temps sur Loom, ajoute, remets, va dire en petite vidéo, voilà, clique là. Puis là, à un moment donné, je me suis tannée, j'ai fait, « Hey, je vais créer quelque chose qui est public. » C'est pas innocent, là, j'ai mon lien d'affilié pour Thrivecart dans la patente, OK? C'est, tu sais, tout ça est réfléchi. Fait que, tu sais, quand on parle de stratégie, il y a ça quand même. Mais je me dis, je veux pas demander un courriel pour que les gens accèdent à ça. Je veux pas les faire payer pour ça parce que je veux pas que dans ma liste, je veux pas me retrouver avec une liste de courriels de gens qui veulent du how-to. Ça, je vais le donner gratuitement. Vas-y. Moi, si tu veux savoir pourquoi, quelle stratégie adopter, venir réfléchir, je suis la personne pour toi. Mais si tu veux savoir, si tu veux un soutien technique, va là, clique là, fais ça. J'ai plus le goût de faire ça, j'ai donné en masse. Je vais mettre plein d'infos, j'ai plein d'affaires qui s'en viennent sur plein d'outils sur YouTube, mais qui s'adressent juste à des entrepreneurs aussi. Donc, techniquement, c'est ma clientèle, mais je les oblige pas à s'inscrire à quoi que ce soit ou à payer quelque chose pour avoir cette information-là. Et nous, on s'entend sur YouTube, tu trouves de tout, là, sur tous les sujets. Donc, c'est juste là, c'est ma façon à moi de le présenter. Très intéressant. Fait que là, tu sais, t'es en mode de faire découvrir par des entrepreneurs francophones qui veulent savoir comment utiliser Thrivecart et donc eux autres, il y a un potentiel qui puissent vouloir travailler avec toi ou aller un peu plus loin dans leur réflexion par rapport à, au-delà de savoir comment l'outil Thrivecart fonctionne, comment je peux l'utiliser à son plein potentiel avec de l'accompagnement. Oui, c'est ça, parce que moi, j'explique comment j'ai fait pour, dans le fond, j'ai plus de boutique en ligne sur mon site, puis maintenant, j'ai plus de plateforme de formation non plus, j'en avais une sur mon site web. J'économise, là, c'est complètement fou. En tout cas, je vais pas me lancer dans la propagande de Thrivecart, mais ça fait 3-4 ans que je l'utilise, puis je suis vraiment convaincue. Puis je pense assez convaincante, parce que la majorité de mes clients sont rendus là-dessus. Mais le fait de créer du contenu, je pense à valeur ajoutée pour les gens. Donc, une vidéo de A à Z, on commence, on crée la fiche, puis à la fin, elle est en ligne, puis tu peux l'utiliser. Je veux dire, souvent, on va payer pour avoir du contenu comme ça, mais ça me tentait pas de créer une autre formation. Puis en même temps, ma priorité 2023 et 2024, c'est de ramener vraiment mon contenu au niveau, réfléchir autant à quel impact ça peut avoir au niveau SEO. Donc, c'est pour ça que faire raviver mon blog, raviver la chaîne YouTube aussi, ben ça va m'aider. Là. Très cool. Fait que là, on l'a vu, là, t'es sur toutes les plateformes. Ouais. Je vais te poser la question, c'est quoi, toi, ta plateforme préférée quand il est le temps de consommer du contenu? Ben, j'en ai deux, en fait. J'ai les stories. En fait, c'est les mêmes places où j'aime être pour créer du contenu. C'est mes stories Instagram
et LinkedIn. C'est mes deux places où c'est sûr qu'à chaque jour, tu me vois quelque part, si c'est pas en train de créer du contenu, en train d'interagir avec du contenu, là. OK. Puis c'est qui ton ou ta créatrice de contenu préférée, toute plateforme confondue, français, anglais, peu importe? Ouais, je dirais sur LinkedIn, c'est sûr il y a Isaël Morin. Je l'ai reçu moi aussi sur le podcast, j'ai vu que tu l'avais reçu. Fait que tu sais vraiment sa créativité est tellement structurée comparée à moi que moi je trouve ça fascinant là, à regarder. Puis côté France, il y a Christopher Piton aussi qui est coach LinkedIn aussi, mais très créatif, très dans la générosité, mais je pense que ces deux personnes-là ont réussi à vraiment tracer la ligne entre jusqu'où on donne, puis qu'est-ce qui va faire en sorte que ça reste quand même de la valeur de venir travailler avec moi. Fait que ces deux gars-là, ouais, j'adore les suivre les deux, là. Là, évidemment, là, la prochaine question, il risque d'avoir Thrivecart là, dans la réponse, mais c'est quoi ton outil essentiel, outil ou app essentiel dans ton processus de création de contenu dont tu ne ferais pas te passer? Non, même pas. Je mettrais même pas Thrivecart parce que ça, c'est pour la vente, puis Learn, c'est pour des formations que j'ai pu vraiment présentement. Je dirais, création de contenu, ça va être Canva, qui va vraiment me permettre des fois juste aller regarder des templates de plus des posts éducatifs, des fois juste un visuel que je vais voir avec une flèche puis un rond dans le milieu ou peu importe. Moi, ça va m'allumer sur ah oui, hey, je pourrais parler de gestion du temps puis dans la flèche là écrire telle affaire. Fait que souvent je vais juste aller comme regarder des visuels. J'ai l'air un peu bizarre là, mais je regarde juste des templates sans rien faire. Mais ça me génère des idées. Ça, puis mon autre outil, c'est MailerLite pour mon infolette, qui est vraiment super intuitif, puis qui me donne beaucoup de latitude d'ajouter, de faire des quiz, des sondages, d'ajouter des vidéos, des gifs et tout ça. Fait que j'utilise très peu d'outils dans ma business. Puis j'essaie, pas que je suis cheap, mais j'essaie toujours d'aller dans qu'est-ce qui peut être utilisé gratuitement. Puis tu sais, ma liste de courriels, MailerLite, c'est gratuit en bas de 1000. Et moi, je suis une fille que, autant dans la vie, j'aime pas faire du ménage, autant dans ma liste courriel, j'adore ça. Fait qu'aux 3 mois, là, tous ceux qui ont pas ouvert, je les fly, fait que je me tiens toujours en bas. Je me tiens en bas de la limite. Ça me coûte rien. Puis t'es sûr d'avoir ta meilleure clientèle cible, au-delà de la quantité du chiffre. Exact. Tu sais que c'est des gens qui sont vraiment engagés, fait qu'ils ont beaucoup plus de valeur pour toi. Oui, c'est ça. Puis tu sais, je le vois aussi dans les retours que j'ai, les gens qui répondent à mon infolette, les gens qui m'écrivent en DM sur LinkedIn pour me parler de mon infolette que j'ai envoyée la semaine passée. Fait que tu sais, en fait, c'est que je réalise que tout ce que je crée présentement fait en sorte que ça me donne un certain rayonnement multiplateforme. Donc, même mon infolette, ça peut faire en sorte que quelqu'un m'écrit dans mes stories ou sur LinkedIn ou quelqu'un sur Facebook va partager une de mes vidéos sur YouTube. Fait que je le vois que tout ça a un impact quand je le regarde globalement. Mais côté effort, je ressens pas cette « Oh mon Dieu, il faut que je sois partout » parce que c'est peut-être 1 ou 2 contenus qui vont être après ça, tu sais, déclinés un peu partout, là. Fait que l'effort, il est pas si grand que ça. Ça dépend des fois, mais bref, il est pas si grand que ça. Puis là, on l'a dit, tu es sur toutes les plateformes, et sur quelle plateforme aimerais-tu envoyer les gens qui te connaissent pas encore et qui aimeraient te découvrir? Tu as un endroit où est-ce que tu veux les envoyer présentement? Ouais, s'ils veulent me découvrir, moi, là, Julie, l'entrepreneur, sur Instagram, définitivement, Julie Rochon 31. Puis s'ils veulent me découvrir d'un côté peut-être plus profond, parce que des fois je fais des niaiseries là, sur Instagram, mais d'un côté plus profond, réflexion, partage, c'est sur LinkedIn que ça se passe. Si tu t'es rendu jusqu'ici, je veux te dire merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode au complet. On sait qu'il y a une tonne de contenu sur Internet, donc que tu sois là jusqu'à la fin, ça me touche vraiment.
vais aussi prendre le temps de remercier Isarta, qui est le commanditaire officiel du Social Show. D'ailleurs, je t'invite à aller visiter le formation.isarta.com pour voir toutes les formations en lien avec le marketing numérique, dont quelques-unes de mes formations à moi. Finalement, un autre élément qui pourrait t'aider dans ta création de contenu, c'est la machine à contenu. C'est quoi ça, la machine à contenu? C'est simple, c'est un outil que je suis en train de développer qui va vraiment t'aider à toutes les étapes de ton processus de création. De l'idéation à la gestion de tâches, en passant par l'analyse des statistiques et tout l'aspect stratégique de la création de contenu. Tout ça, c'est dans un seul outil. Ça s'appelle la machine à contenu. Donc, visite machineacontenu avec un s.com pour te mettre sur la liste d'attente et pour savoir tous les détails en lien avec cet outil. Je ne te retiens pas plus longtemps, je te dis merci et à la prochaine.